novembre 1917. La France est à genoux. Les tranchées saignent, les soldats doutent, les mutineries éclatent, et le peuple désespère. Le front s'enlise, les offensives échouent. L'ennemi est à quelques kilomètres de Paris. La République vacille. C'est alors qu'un vieil homme entre en scène. Georges Clemenceau. 76 ans. La voix rocailleuse, le verbe implacable, le regard d'acier. Surnommé autrefois le tigre pour ses joutes politiques impitoyables, il revient au pouvoir dans les heures les plus sombres. Pas comme un sauveur mystique, mais comme un homme de devoir, déterminé à ne jamais céder. Il ne promet pas la paix. Il promet la guerre jusqu'au bout. Il ne caresse pas l'opinion. Il la galvanise. Il ne négocie pas avec la peur. Il la piétine. En un an, Clemenceau redresse la nation, impose l'unité, soutient l'armée, et incarne la volonté farouche de résister. Quand l'armistice est signé en novembre 1918, c'est lui que la France acclame, le père la victoire. Mais Clemenceau n'est pas qu'un chef de guerre. Il est aussi un homme de lettres, de justice, de république. Toute sa vie, il s'est dressé contre les abus, contre l'injustice, contre la haine. Cette vidéo vous invite à découvrir la trajectoire d'un homme debout, républicain intransigeant, redresseur d'État, combattant de la paix, et figure majeure de l'histoire de France. Georges Clemenceau naît en 1841 à Mouilleron-en-Parède, en Vendée, dans une France encore marquée par les secousses révolutionnaires. Son père, médecin, républicain convaincu et farouchement anticlérical, lui transmet très tôt la défiance envers l'autorité et le goût de la révolte. À l'école, le jeune Georges est insolent, combatif, déjà animé par une foi indéfectible dans la liberté. Il grandit dans une région royaliste, mais choisit très tôt le camp de la République. Étudiant en médecine à Nantes puis à Paris, il fréquente les cercles radicaux, discute politique, écrit, provoque. En 1862, il participe à des manifestations étudiantes contre le Second Empire. Pour lui, le combat ne fait que commencer. En 1865, il part pour les États-Unis. Là-bas, il découvre une autre démocratie, les tensions de la guerre de sécession, et surtout la force d'une presse libre. Il y enseigne le français, épouse une américaine, et revient transformé. Le monde n'est pas figé, il peut changer. Il faut juste le forcer. De retour en France, il s'installe à Montmartre, quartier populaire et effervescent. En 1870, quand l'Empire s'effondre après la défaite de Sedan, il devient maire du 18e arrondissement de Paris, en pleine guerre contre la Prusse. Il organise la résistance, tente de concilier ordre républicain et justice sociale. Durant la Commune de Paris, il adopte une position unique, il refuse les massacres des communards, tout en désapprouvant leurs excès. Déjà, il impose une ligne claire, républicain, mais lucide. Réformateur, mais sans dogme. Sa carrière parlementaire démarre dans la tempête. À l'Assemblée, il s'impose comme un orateur redouté, un démolisseur de ministères, défenseur acharné de la laïcité, des libertés individuelles et du progrès social. Clemenceau ne construit pas une république tiède. Il la veut ardente. Intransigeante. Droite dans ses bottes. Ce chapitre de sa vie pose les fondations de ce qu'il sera toujours, un forgeron de la République, au marteau dur mais au regard juste. À partir de 1876, Georges Clemenceau entre à la Chambre des députés comme un ouragan. Il n'est pas un politicien classique, mais un tribun, un bretteur, un homme de combat. Très vite, il gagne un surnom qui en dit long, le tombeur de ministère. Il dénonce sans relâche la corruption, les compromissions, les mensonges d'État. Sa voix est une lame. Son talent oratoire, une arme redoutable. Il n'a qu'un objectif, faire triompher la République radicale et laïque. Il s'impose comme le chef des républicains radicaux, des l'intransigeant. Il défend l'école publique contre les ordres religieux, le droit de grève, la liberté de la presse, l'impôt sur le revenu. Il rejette toutes les tentations autoritaires. Pour lui, la démocratie ne se négocie pas, elle s'impose, coûte que coûte.
Mais l'épisode qui le propulse dans l'histoire, c'est l'affaire Dreyfus. En 1894, un capitaine juif est accusé à tort d'espionnage au profit de l'Allemagne. La France se divise. Beaucoup se taisent. D'autres applaudissent. Clémenceau, lui, se dresse. Avec fureur. Avec honneur. Il publie dans son journal L'Aurore l'article célèbre de Zola, « J'accuse ». Il soutient Émile Zola contre vent et marée, défend Dreyfus avec une ténacité inflexible, subissant insultes, menaces, isolement. Je me suis battu, non pour Dreyfus seul, mais pour la justice. Cette bataille le coûte cher politiquement. Il est battu aux législatives, éclipsé un temps. Mais il n'a rien perdu, ni ses convictions, ni sa combativité. Car Clémenceau est de ceux que la défaite ne fait pas plier, mais trempe. Il revient par le journalisme, la critique, la parole libre. Il scrute, attend, prépare son retour. Et lorsque la guerre approche, la France va comprendre qu'elle a besoin d'un homme qui ne tremble pas. D'un homme capable de se tenir debout quand tout vacille. D'un homme forgé dans les tempêtes. Quand Georges Clémenceau revient au pouvoir en novembre 1917, la France est à bout de souffle. La guerre dure depuis plus de 3 ans. Des millions de morts. Des tranchées remplies de boue et de larmes. Des mutineries dans l'armée, un gouvernement impuissant, des divisions partout. L'ennemi est encore redoutable, et l'espérance s'effrite. Mais Clémenceau, lui, n'a pas peur. À 76 ans, il accepte de prendre les rênes dans ce chaos absolu. Il est nommé président du Conseil. Et ce qu'il dit au peuple, au Parlement, à l'armée, c'est simple, brutal, intransigeant. Je fais la guerre. Rien que la guerre. Pas de compromis. Pas d'illusion. Il exige l'unité, la discipline, la volonté. Il impose un style nouveau, sec, direct, martial. Il visite les tranchées, serre les mains des poilus, dort dans les zones bombardées. Il rassure les soldats, galvanise les généraux, impose le respect. On commence à l'appeler autrement, non plus le tigre, mais le père la victoire. Il soutient sans faille le général Pétain, stabilise le front, coordonne mieux avec les alliés, notamment Foch et les Britanniques. Il impose la censure, mais surtout la cohésion. Il tient le pays d'une poigne de fer, dans un gant de colère. Son intransigeance dérange. Il n'épargne personne. Les défaitistes, il les traque. Les politiques hésitants, il les ridiculise. Il devient le centre de gravité de la République en guerre. Et quand, en 1918, l'Allemagne lance une offensive majeure sur la Marne, Clémenceau ne fléchit pas. Il ne fuit pas Paris. Il ne tremble pas. Il répète. Ils ne passeront pas. Et il avait raison. Les Alliés résistent, contre-attaquent. L'Allemagne recule. La guerre s'achève sur une victoire. Mais cette victoire, si durement acquise, ouvre une autre bataille, celle de la paix. Et Clémenceau va découvrir qu'elle est parfois encore plus périlleuse. 11 novembre 1918. À 11 heures, les canons se taisent. Le front se fige. Après plus de 1500 jours d'horreur, la France est enfin en paix. Dans les rues de Paris, les cloches sonnent, les drapeaux s'agitent, les larmes coulent. Une seule figure incarne ce triomphe national, Georges Clémenceau. À 77 ans, lui qui avait promis la guerre, rien que la guerre, a tenu bon. Mieux, il a incarné la volonté d'un peuple qui refusait de céder. Il devient l'objet d'un véritable culte civique. Les journaux le surnomment le père la victoire. Un titre affectueux, presque paternel, pour celui qui a tenu la République à bout de bras. Clémenceau ne cherche pas à tirer gloire personnelle de la victoire. Il refuse les honneurs faciles, mais comprend qu'il doit maintenant protéger les fruits de cette paix si durement acquise. Pourtant, derrière les acclamations, le pays reste fragile. Des millions de morts, des régions ravagées, des familles brisées. Et déjà, les débats sur l'avenir s'enflamment. Mais dans ce tumulte, Clémenceau reste fidèle à lui-même, ferme, direct,
républicain jusqu'au bout des ongles. Il refuse de céder aux extrémismes. Il comprend que la victoire militaire est une chose, mais que la paix durable est un autre combat. En décembre 1918, il se rend en Alsace et en Lorraine, tout juste libéré. Les foules l'acclament. On l'embrasse, on l'élève sur des estrades improvisées. Il ne sourit presque jamais. Il reste grave. Il sait que les cicatrices sont profondes. Dans le tumulte de l'après-guerre, Clémenceau refuse de devenir président de la République. Il veut rester libre, insoumis, fidèle à ce qu'il a toujours été, un homme de combat, pas de protocole. Mais il reste, pour tous, celui qui a tenu bon quand tout menaçait de s'effondrer. Celui qui, à 77 ans, a prouvé que le courage n'a pas d'âge. Le tigre, devenu père, est devenu victoire. À la fin de la guerre, le défi n'est plus de vaincre, mais de reconstruire. De poser les fondations d'une paix solide. Et cette tâche revient à Georges Clémenceau, qui devient le maître d'œuvre de la conférence de la paix de Versailles en 1919. Face à lui, le président américain Woodrow Wilson, idéaliste et promoteur d'un monde fondé sur le droit. David Lloyd George, le Britannique pragmatique. Et Clémenceau, le réaliste. Le survivant. Le tigre. Il n'a ni le temps, ni le luxe des illusions. Pour lui, la paix doit garantir la sécurité de la France face à l'Allemagne, redevenue menaçante malgré la défaite. Il exige des réparations lourdes, la restitution de l'Alsace-Lorraine, et surtout la mise sous tutelle de la Rhénanie. Wilson, avec ses 14 points, veut une paix morale. Clémenceau, lui, veut une paix armée. Il est plus facile de faire la guerre que la paix, dira-t-il, fatigué mais lucide. Les négociations sont longues, pénibles, tendues. Clémenceau se bat sur chaque virgule, chaque clause du traité. Il sait que trop de souplesse serait vue comme une faiblesse par ses adversaires et ses électeurs. De la Vendée à Versailles, Clémenceau n'a cessé de se battre pour ses idées, ses valeurs, et pour la France. Likez. Abonnez-vous pour plus de portraits historiques. Dites-nous en commentaire, quel autre héros français voulez-vous voir en vidéo?